J'ai un aveu à vous faire. Cette table ronde, on l'a commencé déjà avec mes amis Ilham Hamdaye et Ulrich Stege. On l'a déjà commencé hier soir autour d'un dîner, d'une bouteille de Pessac-Léognan. Et je vais vous faire un résumé très rapide des conclusions auxquelles j'ai abouti hier soir. Et je pense qu'on aura la même conclusion ce soir. C'est que finalement, ce qui lie l'ensemble des cliniques, c'est l'enthousiasme qu'on peut y mettre, l'enthousiasme de tous ceux qui participent à ces cliniques, l'enthousiasme des étudiants comme des enseignants et comme des partenaires. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Ilham Hamdaye, qui vient de l'université de Rabat, fusionnée, ça y est, la faculté de droit Mohamed V Agdal, qui est en projet, c'est-à-dire qu'elle crée une clinique qui va ouvrir d'ici quelques jours. Il reste à fixer la date. Et je suis ravie de ce projet que nous avons mené ensemble. Surtout. Le professeur Ulrich Stege, qui nous vient de Turin, qui est coordonnateur du réseau des cliniques juridiques, donc des cliniques européennes, que nous avions déjà rencontrées à Caen l'an dernier, qui a aussi créé une clinique à Turin, qui a une grande expérience des cliniques dans le monde. Et je pense que leur regard, à l'un comme à l'autre, nous seront particulièrement utiles. Alors, on a choisi, je ne vais pas leur donner tout de suite la parole, on a choisi quelques questions pour pouvoir avancer assez vite dans cette réflexion. Et la première question que je vous poserai, à l'un et à l'autre, peut-être à Ulrich en premier, quelles sont les différentes formes de cliniques dans le monde? On a vu cette idée de diversité, d'unité. Est-ce qu'il y a véritablement de diversité ou est-ce qu'au contraire, il y a une unité des différentes cliniques dans le monde? Oui, merci. Je pense effectivement on ne peut pas parler d'un modèle clinique mondial ou européen ou même français ou allemand ou italien. Je pense déjà par définition des conditions locales, des motivations des personnes et la situation des partenariats, etc., font que chaque clinique a un peu une vision unique. Ce qu'on retrouve néanmoins partout, c'est ce que je résume toujours dans 5 points essentiels qu'une clinique doit avoir, plus ou moins. C'est les 5 points, nous on a un peu cherché à les trouver au niveau européen dans une définition, mais c'est les 5 points plus ou moins essentiels pour nous. Donc la première chose, c'est que l'étudiant devient un acteur, donc actif dans quelque chose. Donc il n'est pas passivement réception du contenu de quelque chose, il est actif et fait quelque chose. Et ne se base pas seulement sur l'enseignement du contenu, mais aussi sur des compétences et des valeurs. Donc ça, c'est un deuxième aspect qu'on avait parlé déjà beaucoup ici aussi. Cette activité pour des questions d'égalité, de l'activité, etc., est supervisée par des professionnels ou par des professeurs. Il y a un élément, et ça je pense, Marie a donné cette importance à cet aspect-là. Il y a un aspect de réflexion. Donc on reporte ce qu'on a vu à l'extérieur ou à l'extérieur dans la pratique, on le reporte sur une réflexion à l'université pour réfléchir sur le droit, sur sa praticabilité, sur tous les domaines, c'est tout le sujet qui en font partie. Et finalement, le 5e point, c'est un point qui pas forcément doit être là, mais nous on considère, surtout dans un contexte d'université publique, c'est un aspect très important, c'est l'aspect de justice sociale. Qui un peu chapeaute toutes les activités, ou toutes les 4 points avant, qu'une activité clinique doit se porter surtout sur un domaine social pour sensibiliser finalement des futurs professionnels juridiques d'être acteurs aussi dans la société.
Et je pense que ces 5 points sont des 5 points essentiels et on le retrouve beaucoup dans les différentes cliniques et des modèles. Après, comment ils se traduisent dans les modèles, là, il y en a un choix extrêmement vaste. Il y a des street law clinics, comme on les appelle. C'est plus la vulgarisation du droit. Donc là, les étudiants vont à l'extérieur, expliquent le droit aux personnes qui n'ont pas d'idée du droit. C'est très formatif finalement parce que pouvoir expliquer le droit, il faut d'abord comprendre bien le droit, donc ça c'est assez intéressant. Puis après, il y a des in-house clinics, donc les cliniques à l'intérieur de l'université, un peu comme à Bordeaux. Une modèle, on peut peut-être revenir, c'est un modèle que je trouve beaucoup de similitudes avec un modèle très très bien fonctionnant et très reparti en Pologne. Donc le système à Bordeaux, j'ai eu l'occasion de le visiter hier plus en particulier. Je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec le système qui a été établi en Pologne. Puis après, il y a des modèles qui sont basés, par exemple, nous utilisons les étudiants à chercher des expériences à l'extérieur, donc un peu comme aller dans des maisons de droit où il y a déjà un office par une association ou une institution qui donne un service où les étudiants sont inclus dans ce service et donnent un service pro bono. Et puis, bon, il y a toutes les nouveaux, je dirais, activités cliniques qui ressortent un petit peu en France, en Allemagne, peut-être plus dans des pays continentaux, comme Noventé, c'est des activités recherche. On trouve ça aussi maintenant en États-Unis, etc. Mais c'est une activité assez intéressante où, en fait, les étudiants sont inclus dans des recherches très pratiques où ils cherchent à comprendre comment le droit fonctionne en particulier. J'ai nommé seulement ceci comme modèle, mais je pense que ça donne déjà une petite vision. Merci. Et je vais poser peut-être une question alors, à Ilham sur finalement qu'est-ce qui guide, on a une diversité de cliniques, qu'est-ce qui guide le choix d'une clinique plutôt que d'une autre? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le contexte local? Et je double la question, est-ce qu'il vaut mieux faire une clinique? Enfin, est-ce que c'est alternatif par rapport à un stage ou est-ce que c'est complémentaire? Je vais répondre en 2 temps. Ouais. Excusez la panne de la voix. Je vais essayer quand même. Je commence d'abord par remercier l'Université de Bordeaux, remercier le Forum Montesquieu et spécialement l'équipe qui s'occupe de la clinique, parce que ce projet aujourd'hui, qui est à l'étape de projet, est en cours de mise en place. Ça ne va pas tarder, peut-être le mois de novembre ou le mois de décembre, on va le lancer. Il doit beaucoup à l'aide et au soutien et à l'assistance de l'équipe de Bordeaux. Commençons par l'idée et arrivons jusqu'à ce jour-là, aider à comprendre comment fonctionne la clinique, contribuer aux rencontres des officiels au Maroc, enfin, toutes les étapes. L'équipe bordelaise a été présente et je tiens vivement à remercier tous les membres de l'équipe. Alors pourquoi faire un choix ou un autre? À mon sens, d'abord c'est un contexte historique entre le Maroc et la France. Le Maroc s'est toujours inspiré en matière de loi des lois françaises. Ça, c'est l'histoire. Après, il y a cette convention qui a existé il y a longtemps entre l'université de Rabat-Agdel avant et l'université de Bordeaux 4 et qui a été renouvelée il y a 2 ans par une nouvelle convention plus large et donc qui permet de travailler sur plusieurs projets ensemble. Le 3e point, c'est l'idée de la clinique. Enfin, moi personnellement et l'équipe aujourd'hui qui travaille sur la clinique de Rabat, on n'avait pas l'idée de la clinique de droit. Et c'est à travers nos amis, lors d'une visite officielle en janvier 2014, où il y avait le professeur Marie Lamarche, avec le doyen, M. Jean-François Brisson, qui a été évoqué pour la première fois l'idée de la clinique.
la clinique bordelaise venait d'ouvrir ses portes aux bénéficiaires et le sujet a été évoqué. On a trouvé l'idée séduisante parce que on a vite compris l'intérêt pédagogique et l'intérêt social de la clinique. Et donc, voilà pourquoi ce choix. Aujourd'hui, on est en train de monter une clinique qui est quasiment similaire à la clinique de l'Université de Bordeaux. Alors, je passe à la deuxième question, stage ou formation clinique. À ce niveau, je vais partager avec vous des réflexions qui sont liées à mon parcours professionnel personnel. Avant d'intégrer l'université, j'étais dans un bureau de consulting. Et c'est un grand cabinet au Maroc. Et ce constat, c'est par rapport aux stagiaires dans le cabinet et par rapport aux nouvelles recrues. Enfin, les deux, comme ça va nous permettre de... Alors, les nouvelles recrues qui atterrissent au cabinet venaient avec aucune expérience zéro. Donc, ils étaient un peu perdus dans le cabinet et il leur fallait des mois pour un petit peu mettre la main à la pâte et puis commencer à comprendre comment fonctionne la consultation, le suivi, la création et tout le reste. Là, en comparaison avec la situation du stagiaire, parce qu'on avait également des stagiaires. Le stagiaire, à mon avis, il reste dans une situation passive. Il exécute des tâches subalternes. Au meilleur des cas, il participe avec le chargé de mission ou le responsable de l'activité au sein du cabinet ou de l'étude à exécuter des tâches peut-être de recherche, mais c'est circonscrit, c'est sur une question. Il n'a jamais accès aux clients, enfin, très très peu, il n'a jamais de prise en charge du dossier, il n'est jamais responsable. Donc voilà, c'est ça l'essentiel. À côté de ça, ce même stagiaire, j'ai dit au meilleur des cas, mais au pire des cas, il va se contenter uniquement des formalités. Et donc, c'est le cas, je pense, en France, c'est la même chose. Faire le café. Enfin, pas faire le café, mais peut-être les formalités dans les bureaux d'études, chez les notaires, chez les avocats, donc c'est même dans les bureaux de conseil. Donc, c'est plutôt cette initiation aux formalités qu'une prise en charge de dossier et un vrai investissement dans les dossiers. Donc, voilà pourquoi j'arrive à l'utilité de cette formation clinique, de cet enseignement clinique, parce que l'enseignement clinique apporte quand même cet élément nouveau qui est la responsabilité, responsabiliser l'étudiant clinicien d'un dossier de A à Z, depuis l'accueil du client jusqu'à la délivrance de la solution d'une manière ou d'une autre, soit information, soit orientation. Donc c'est une formation qui est, comme a dit le doyen de la fac de médecine, qui ne s'arrête pas au fond, mais qui va aller jusqu'à toucher la forme. La forme, c'est comment faire, comment communiquer. Dans notre université, on dispense des des cours de communication, mais ça reste théorique. Est-ce qu'on montre aux étudiants comment communiquer, comment écouter l'autre, comment ne pas être froid, être à la disposition de l'autre, mais garder la distance. Comment gérer le bénéficiaire, comment gérer le conflit avec le bénéficiaire. Donc ce sont des points qui sont très importants et l'apport de la clinique là-dessus est manifeste. Donc ça, c'est le côté un peu pédagogique qui nous pousse également, l'enseignement clinique nous pousse également à nous poser la question et à réfléchir autour de notre manière d'enseigner. Est-ce que c'est la bonne manière ? On est dans un enseignement traditionnel qui privilégie plutôt la transmission de contenu et non la transmission de savoir-faire. À mon sens, on n'a pas encore, ce sont des réflexions, on n'est pas encore dans la clinique. À mon sens, la transmission du savoir qui manque à notre enseignement universitaire pourra être palliée plus ou moins par l'enseignement clinique. Il y a un aspect aussi qui me paraît important et l'idée est venue en discutant avec les étudiants qui sont intéressés pour participer à la clinique marocaine, c'est l'aide à l'orientation. Certains étudiants, pas tous,
vient en Master 2 sans avoir une idée claire concernant le choix de leur carrière. Est-ce que, enfin, il y en a qui sont fixés, il y en a qui ont des doutes, mais il y en a qui ne savent pas du tout, parce que c'est vrai, le droit ouvre plusieurs portes. Est-ce que juriste d'entreprise, notariat, barreau, magistrature, donc là aussi, je pense que c'est un passage important qui peut aider à l'orientation des étudiants, qui va aider au moins par deux choses. D'abord, la participation des équipes qui sont des équipes mixtes, où il y a un professionnel stagiaire et un étudiant plein temps. Et la deuxième chose, l'encadrement des partenaires professionnels de droit, qui peuvent donner un avant-goût de la chose et puis favoriser plutôt une matière ou une autre, ou une profession ou une autre. Donc, il y a l'aspect social, si je vais essayer de résumer rapidement. Sur l'aspect social, là aussi, moi je pense qu'il y a deux distinctions à faire concernant l'aspect social de la clinique de droit. Certes, c'est en grand service aux citoyens, des démunis, on les aide et c'est gratuit, mais il y a aussi l'aspect social pour les étudiants. On initie, on intègre des étudiants, on les forme à être de bons citoyens, on les intègre dans la vie civique et ça c'est important à mon sens. Merci. Tu veux répondre, Ulrich, sur stage ou clinique? Oui, ou clinique. Oui, j'ajoute, enfin, oui, ça a été, j'ajoute peut-être juste un élément qui me semble important. Je pense un bon stage peut être un outil très très important dans la formation des professionnels. Je pense de faire des bons stages et de créer des bons cadres pour des bons stages, c'est quelque chose de très important. Ce que je trouve la distinction peut-être avec un stage et avec la clinique, c'est que idéalement la clinique incite la réflexion sur la pratique, qui très souvent n'est pas forcément fait et n'est pas le but d'un stage. Le but d'un stage, c'est comprendre la pratique. Mais je pense la clinique a cet avantage supplémentaire d'inciter une plus grande réflexion sur la pratique. Et ça, selon moi, c'est une plus-value de la clinique qui est assez important de le comprendre, avec la limité que dans un stage, on peut voir beaucoup plus de choses, évidemment. On peut être beaucoup plus complète sur la pratique clinique. Très souvent, on a un regard très, très spécifique, très, très ponctuel à la fin. Donc je pense que c'est des choses compatibles, mais il faut savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais je pense que mon expérience des stages, c'est malheureusement, ils sont, parlons franchement, pas bien faits. Il faudra que les stages soient bien encadrés, bien... les personnes qui offrent les stages et formées pour donner ces stages. Je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire pour faire des stages aussi, des stages très utiles. Parenthèse, un petit peu opinion privée. Et ça me permet de rebondir sur une autre question. On a l'impression que le stage, c'est la pratique, la clinique, c'est encore la faculté, et que finalement, la clinique amènerait vers le monde professionnel. Comment ça se passe à l'étranger, vos relations avec les professionnels? Alors, à Bordeaux, tout va bien. On est dans une conception idyllique des relations avec les professionnels. La présence de nos amis le montre aujourd'hui. Mais on sait que... certains avocats apprécient moyennement, certains professionnels se hérissent à l'idée qu'on prenne une place dans la professionnalisation, justement. Alors, quelle est votre réaction par rapport, justement, au monde professionnel, chez vous ou à l'étranger, plus généralement? Alors, oui, non, c'est... pendant les étapes de mise en place, on a essayé d'approcher effectivement les professionnels de droit, les futurs partenaires. Et on a vite constaté qu'il y avait deux types de réactions. Il
il y avait des partenaires acquis dès le départ, emballés par le projet, donc la société civile, les associations, les organismes qui ont aidé même à la subvention, donc l'ambassade de France au Maroc, la région de Rabat Salez Mouazaïr, la région d'Aquitaine qui a aidé aussi dans le cadre d'un appel à projet, et des partenaires réticents. Donc c'était les notaires et les avocats. Et moi, je pense que leur implication dans ce projet est importante et d'une grande utilité. Peut-être que les réticences partiront pas du jour au lendemain. On n'a pas arrêté de le dire, de le répéter dans les communiqués de presse, dans les entretiens qui nous ont été accordés, soit par la radio, soit par la presse écrite, sur le fait qu'il n'y a rien à craindre sur le plan de la concurrence. Ce sont des étudiants qui sont dans une phase d'apprentissage, donc il n'y a rien. Mais ça persiste encore à ce jour. Ceci dit, donc dans le formel, on n'a pas eu de réponse positive, ni de la Chambre des notaires du Maroc, ni de l'Association des jeunes avocats du Maroc, mais on a l'engagement d'avocats et de notaires pour travailler avec nous dès le lancement de la clinique, mais c'est par des réseaux personnels, ce sont des amis, des connaissances. Donc on démarre avec l'encadrement des professionnels du droit avec nous, mais pas dans l'informel. Pas d'un point de vue institutionnel. Voilà. Alors moi j'ai peut-être deux réponses à donner. Ce que j'ai vu, ce qui m'ont été rapporté des expériences dans différents pays, c'est que très souvent ça commence comme ça, avec des réticences et des problématiques dans l'approche des barreaux très souvent et la clinique. Et ça finit bien, comme une histoire qui finit bien, qu'à la fin, on arrive à... Faire des enfants. Mais parce que c'est à la fin, tout le monde voit le plus-value dans l'affaire, et donc ils s'impliquent tous les deux les barreaux et les cliniques de coopérer très bien ensemble. Par exemple, en Pologne, ça se traduit dans une coopération très, très poussée sur une formation de la déontologie, qui a aussi d'ailleurs, à Brescia, en Italie, c'était la même chose. Le barreau local a commencé à faire un cours sur la déontologie à l'intérieur de l'université. Donc ça se traduit assez bien dans une coopération assez intéressante. Maintenant, ma deuxième réponse plus locale à Turin, nous on affronte quand même toujours des réticences et des problèmes qui sont d'une part liés à la inconnaissance des systèmes, à les terminologies qu'on utilise, parce que les frontières entre donner une information, une orientation juridique et donner un conseil juridique sont quasi difficiles à mettre en pratique. Donc, du coup, il y a une réticence très, très forte des barreaux disant non, c'est notre métier et je ne veux pas que les étudiants se mettent dans un métier qui n'est pas le leur. Et ils sont une justifiable réticence sur la qualité des informations ou orientations données. Parce que aussi là, je pense qu'il faut aussi nous-mêmes mettre toujours en question en tant que clinique nos qualités, la qualité de service ou l'orientation, comment on l'appelle, peu importe, doit être du très haute qualité. Et comment on y arrive à ça, évidemment, il faut former bien les gens qui le donnent, mais aussi il faut les superviser, il faut clairement faire un état de la qualité d'une manière très structurée. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous tous sommes encore sur un terrain de se développer, etc. Et c'est quelque chose qui doit se fonder encore plus fortement. Et là, je pense, dès que la qualité ne pose plus de problème ou pose pas de problème, et le barreau le voit en tant que tel,
je pense de plus en plus il va y avoir des collaborations et coopérations possibles. Mais je peux féliciter quand même la clinique du Bordeaux. Et je trouve déjà le fait d'être dans une première année, arriver à créer ces coopérations et l'idée, là je porte ça avec moi dans le bagage, je vais voler cette idée d'inclure les élèves de l'école avocat et notaires dans le projet et magistrats. C'est quelque chose de très utile et à mon avis, ça peut tout à fait être une idée clé pour inciter la coopération. Oui, je crois qu'il y a cette idée de parrainage, de grands frères. Les auditeurs, les élèves avocats et les élèves notaires jouent le rôle de parrain, de grands frères. Et je crois que c'est assez important pour transmettre aussi. Je vais utiliser l'autre casquette d'Ulrich, puisqu'il dirige donc le réseau des cliniques juridiques en Europe. C'est quoi l'intérêt d'un réseau ? C'est quoi l'intérêt pour les cliniques elles-mêmes de faire partie de ce réseau, de communiquer entre enseignants, mais aussi entre étudiants? On a parlé hier de montage Erasmus clinique. Voilà. Oui, je pense fondamentalement, je vois, il y en peut y avoir plus, mais je vais citer 4 points, 4 raisons pour lesquelles je pense qu'un réseau, et se mettre en réseau, est essentiel. Premièrement, échanger d'expériences. Moi, je trouve quelque chose qui me toujours, dès que je suis rentré dans ces mondes cliniques, qui m'a toujours fasciné, c'est que ici, on est là pour échanger nos idées, nos expériences, et on n'a rien contre quelqu'un vole cette idée et le traduire dans son contexte local. Plutôt, c'est quelque chose de très bienvenu. Et j'ai toujours fait ça et ça m'a porté beaucoup de fruits. Donc, par exemple, j'ai volé des idées de la clinique à Valence en Espagne et ça portait tout un projet très intéressant à Turin. Et le même, je pense, peut être fait par des étudiants. Je pense importer un système d'échange entre déjà enseignants, mais aussi entre étudiants, peut inciter à voler des idées, chercher des expériences ailleurs, trouver des liens entre eux et entre nous. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important et ça porte que le plus-value. Comment ? Oui, enrichissement. Causer. Oui. Causer. Non, très bien. Après, je pense, un deuxième aspect, c'est la formation et de se former. Je pense que un réseau peut être un outil qui renforce en fait nos peu de moyens qu'on a pour se organiser des formations pour les enseignants, pour le coordinateur des cliniques. Par exemple, comme à Caen, ça a déjà été fait, le réseau français a organisé une formation pour les formateurs cliniques, etc. Je pense que c'est très important. Nous avons très souvent, dans une structure, pas les moyens, des fois pas la capacité de former nos propres enseignants cliniques. De le faire en réseau, ça nous aide à chercher des fonds pour ça et faire ça d'une manière plus structurée. Et nous, en Italie, on fait ça maintenant 1 ou 2 fois par an d'une manière structurée et c'est quelque chose de très important. Et pareil, là, je pense c'est quelque chose qu'il faudra qu'on fait de plus en plus, mais c'est en croissance. Un troisième aspect, c'est faire des projets ensemble. Je pense qu'il y en a un potentiel énorme de faire des projets entre cliniques ensemble. Ça peut être national ou transnational. Je peux vous citer peut-être un exemple. Nous, à Turin, on fait partie d'un projet européen sur
donner un conseil d'information, orientation très spécifique pour des citoyens européens venant de Roumanie et Bulgarie. Et on fait ça avec une clinique à Bruxelles et en Angleterre. Donc c'est un réseau en ce moment en pilote, un projet de pilote, où on donne spécifiquement un conseil à des citoyens européens qui de plus en plus ont des problèmes d'accès aux droits sociaux dans des pays, dans nos pays. Donc c'est un focus très spécial, mais ça marche très bien. C'est donc un réseau avec des réunions européens, avec des guides européens, donc fait ensemble, avec l'implication nationale, locale dans les cliniques. Donc c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Et ça, je pense, pas seulement pour faire des projets comme ça, mais aussi pour se donner des fonds pour le faire. C'est un bon but de se mettre en réseau. Et puis finalement, le quatrième aspect, selon moi, c'est le développement. On est tous en train de se développer. On ne cesse pas de se développer dans toutes les différentes. Bordeaux va apporter différentes d'autres matières. Nous, à Turin, on se développe plus en plus pour faire aussi par exemple, une formation psychologique, une préparation psychologique à l'interview avec les clients, etc. Enfin, il y a des développements toujours et ça c'est très important. Et je pense qu'un réseau peut aider à faciliter ces développements. D'une part par des idées, mais d'autre part aussi par chercher à donner des cadres, même des fois politiques, même des fois juridiques, pour faire des lobbying, par exemple, au niveau national ou européen, pour faciliter l'implication des cliniques un petit peu partout. Et je pense, là, les réseaux sont essentiels et peuvent apporter beaucoup de choses. Alors, comment faire pratiquement? Je pense, là, il y a deux réseaux qui sont à disposition en ce moment. C'est le réseau francophone des cliniques juridiques, qui, je pense, doit se formaliser l'année prochaine. Ouais, il existe, hein? Oui, il existe, mais je pense qu'il y a encore une étape juridique formalisée à faire, mais je pense qu'il existe. Mais il existe ce réseau. Voilà, et puis le deuxième, c'est le réseau européen des cliniques juridiques, donc le European Network for Clinical Legal Education. Là, on a décidé de donner tout d'abord l'importance à des membres individuels qui sont impliqués dans des cliniques ou intéressés à des cliniques en Europe. Et donc c'est porté en ce moment par des membres individuels qui apportent leur soutien à cette réseau. Mais on a aussi prévu, et c'est en partie déjà mis en place, la possibilité d'être membre institutionnel de la clinique. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Donc je vous incite de devenir membre, de s'impliquer. C'est quelque chose de très utile, selon moi. Merci Ulrich. Ilham, peut-être quelques mots sur les réseaux et peut-être aussi sur la durée de vie d'une clinique pour finir sur... Je pense que sur les réseaux, le spécialiste a parlé. Moi, c'est juste pour dire que l'ouverture à l'international, c'est toujours à la recherche de la performance et l'excellence. Et dans notre cas, il y a l'aspect de l'adhésion à des réseaux, que Rich a bien développé, et l'aspect de l'échange en matière de formation pour les responsables de la clinique comme pour les étudiants, qui peut être aussi intéressant pour les responsables, pour l'échange des expériences et puis la réflexion commune sur les cliniques du droit, et pour les étudiants sur intéressant parce que ça permet de connaître un autre droit, une autre réalité socioculturelle et la pratique de la clinique ailleurs, comment il se pratique ailleurs. Donc, et je termine par la question de la durabilité.
à notre sens, la durabilité est tributaire du financement. C'est sûr que les étudiants travaillent sans contrepartie, les encadrants, que ce soit universitaires ou professionnels de droit, le font également sans contrepartie, mais il y a des frais. Il y a des frais de fonctionnement, il y a des frais de communication, il y a des frais de personnel administratif, il y a des frais de formation sur le plan interne et international, et ça nécessite le financement. Donc c'était juste pour dire que ce concept a tout pour la pérennisation, et seul le manque de moyens peut le menacer. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce point-là. Merci Ilham. Bon, je ne voudrais pas qu'on finisse sur une note négative d'arrêt des soins. Je vous propose de nous retrouver après le soin déjeuner. Je remercie vivement nos amis Ilham Hamdaye et Ulrich Sej d'avoir participé à cette table.